Alors, c'est pas forcément évident pour vous, là tout de suite, d'autant qu'il y a un paquet d'informations et de noms qui s'affichent, mais à la limite, vous tracassez pas. Vous occupez pas de ça tout de suite. Ce que vous voyez à l'écran, c'est mon équipage. Ils ont des noms, une histoire, une personnalité qui leur est propre, et dans quelques instants, ils vont tous mourir. Pas à cause du script, pas à cause de l'histoire non plus, encore moins à cause d'un bug, mais à cause de mes choix. De mes choix de joueurs. Mais sûrement que c'est trop prématuré pour parler de ça maintenant. Tu sais quoi ? Je recommence depuis le début. Quand tu entends le mot pirate, qu'est-ce que tu imagines ? Quelles images surgissent immédiatement dans ton esprit ? Quelle représentation ton cerveau est-il en train de fabriquer à mesure que tu entends ma voix et vois ces images à l'écran ? Autant l'éliminer d'office pour faire place au reste. Est-ce que tu te représentes le visage bien connu du célèbre capitaine Jack Sparrow ? Normalement oui. Au contraire, est-ce que ton esprit dessine les traits, certes un peu flous, d'un forban ? Mais concentre son tracé sur les contours d'un cache-œil et est juché sur son épaule d'un coloré perroquet. Sans doute as-tu, comme moi, été biberonné depuis ta plus tendre enfance aux représentations les plus stéréotypées de ces pillards des mers. Oh, ne t'en fais pas, c'est tout à fait normal. Pirate! Du cœur, compagnon, je vais maintenant te poser une seconde question. Qu'est-ce qui nous attire chez eux ? Parce qu'au final, si je devais gratter le fond de tonneau, je dirais que c'est juste des brigands dont la finalité était bien souvent de crever d'une maladie ou d'une infection sur leur rafio. Pourquoi est-ce qu'on est autant fasciné par eux ? Si bien qu'on en arrive, depuis plusieurs années, à multiplier l'illustration de leurs aventures à travers différents médiums. Cinéma, télévision, bande dessinée, jeux vidéo. Top ! On arrête là. On va garder le dernier. Jeux vidéo. Non, retop, vous savez quoi ? C'est pas incompatible en fait. On va garder les deux derniers, bande dessinée et jeux vidéo. Comment peut-on lier les deux ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Car en prenant en exemple le jeu d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un jeu de pirate réussi. Mets-toi à l'aise pour écouter et laisse-toi emporter. Parce qu'aujourd'hui, ton pote le tavernier a encore une histoire à te raconter. Sous l'ombre des bois résonne un chant, des voix qui appellent au fil du vent. Venez contempler la flamme, quand doucement s'en va le jour. Les amours perdus, les légendes, les soupirs des grands troubadours. À travers le Dolwyn, le temps s'efface. L'histoire murmure sous chaque fer qui passe. Alors, tout d'abord, les immanquables présentations. On n'est pas des bêtes, faut se montrer poli, Flint Treasure of Oblivion est un RPG tactique développé par Savage Level et édité par Microids. L'histoire relate une chasse au trésor menée par le capitaine Flint que connaissent tous les grands lecteurs de Stevenson et les amateurs de bonnes séries. Sans rire, si vous avez jamais vu Black Sails, je vous recommande cette série, c'est un chef-d'œuvre. Bon alors l'histoire de notre capitaine Flint ne commence pas de la meilleure des façons, le pauvre diable, après une razzia ratée, se retrouve naufragé. Il finira dans la prison de Saint-Malo et de fil en aiguille entamera les recherches d'un mystérieux trésor enterré sur une île tout aussi sibylline. Et là, tout de suite, vous remarquez quelque chose à propos de ce jeu, c'est l'utilisation de la caméra en vue du dessus chère à l'Ariane Studio, et à d'autres jeux qui pourtant ne me plaisaient pas tant que ça à l'époque, au point où j'aurais pu passer à côté des portes de Baldur s'il n'y avait pas eu les cinématiques et la voix suave d'Astarion. Well, no, you tried to kill me. Of course it's not all right. Mais pour Flint, il n'y a pas de cinématique, et pas non plus de doublage. C'est normal, ici on n'a pas le budget d'un AAA. Alors comment on fait ? Comment est-ce qu'on accroche le joueur avec cette contrainte ? Eh bien on fait l'un des choix artistiques les plus malins et les plus pertinents que j'ai vus. Et je dis même pas ça parce que la vidéo est sponsorisée. Quel menteur celui-là. Le recours à la bande dessinée, c'est de cette idée dont je parle. C'est ce choix de réalisation que j'ai trouvé ultra intéressant. C'est ça qui dynamise le jeu, qui lui donne du peps. La narration est sublimée par la bande dessinée. Une manière de faire passer à l'écran une histoire, de communiquer énormément d'émotions et d'informations, sans pour autant s'avater à l'écran des parpaings de texte. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est les développeurs eux-mêmes qui en parlent. Beaucoup les jeux narratifs, mais j'avais tendance à pas trop aimer les gros blocs de texte et à passer en général le texte. Et c'était une manière non seulement de mettre en avant la BD franco-belge qu'on aimait beaucoup, mais également de raccourcir les textes et de dépeindre la narration avec des images. Alors, est-ce que vous voyez un tout petit peu où Aurélien veut en venir ? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce qui me concerne, j'ai finalement très peu de temps dans ma semaine pour réellement jouer. Lorsque je le fais, c'est pour m'immerger dans le jeu.
dans une ambiance, dans une atmosphère bien particulière. J'adore avoir du lore sur l'univers, des choses à me mettre sous la dent, du texte à lire, mais j'aime ça d'autant plus que la plupart du temps, dans les bons jeux, ces choses-là sont facultatives. Il ne tient qu'à toi, dans The Witcher, de poursuivre la quête principale et de ne pas t'attarder dans un recoin caché d'un vieux château. Mais si tu le fais, tu découvriras une lettre qui t'explique comment réactiver la malédiction de la princesse Ada. Qui est Ada? Seuls les fans absolus des jeux et des livres le savent, mais c'est un bonbon plein de miel pour les amoureux du sorceleur, je vous assure. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là où je veux en venir, c'est qu'on pardonne volontiers un jeu qui assène à ses joueurs des quantités gargantuesques de texte, du moment que c'est passionnant et surtout que ça reste un à côté très sympa. Le pire, c'est lorsque le texte est imposé ostensiblement. Je vais pas utiliser d'exemple trop récent pour pas me faire d'ennemis, mais j'ai qu'à prendre un jeu que j'ai testé ici, Redguard Adventures. Bref, vous vous souvenez à quel point les phases de dialogue étaient chiantes et longues? Le problème, c'est qu'elles étaient souvent obligatoires pour avancer dans le jeu. Le moindre petit PNJ était susceptible d'avoir l'information cruciale qu'il te fallait pour continuer à avancer dans l'histoire. Et en ce sens, tu te sentais à chaque fois obligé de parler à tout le monde, de tout, et surtout d'être attentif à chaque fois. Je suis persuadé que beaucoup parmi vous pensent que c'est cool, et je vous assure que ça l'est pas. Parfois, un jeu, ça doit être un peu comme la vraie vie. Il y a des gens que tu vas écouter en utilisant 100% de tes capacités cognitives, d'autres que tu vas à peine entendre en mode pilote automatique, vous savez. Et c'est des moments que tu dois sentir, pas que tu dois chercher absolument de peur de rater une information pertinente. Ton patron qui te convoque pour refuser ton augmentation, ou bien tes congés payés, tu vas l'écouter du début à la fin, parce que en quelque sorte, tu sens que ça va être important pour la suite. Bah ça va être important pour tes vacances en l'occurrence. Ton collègue de boulot, lui, qui te raconte son week-end au ski, tu vas l'écouter, mais dans le gestionnaire des tâches qui est ton cerveau, il y a un moment où tu vas décrocher, et tu vas finir par te demander si t'as bien éteint le four en partant de chez toi. Tout ça pour dire quoi au final? Que j'aime pas lire? Si, au contraire, j'adore lire, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est exactement la même chose avec les cinématiques qui durent 3 heures pour rien. Si ça ne sert pas l'histoire, que ça rallonge la scène pour rien, que ça ne fait passer aucune émotion et que ça délivre en 5 minutes une information qui aurait pu être donnée en 5 secondes, pour moi c'est un problème. Si je reprends la scène du début de Flint, il y a 3 vignettes, une bulle de dialogue, un texte d'une phrase seulement, pas de doublage. Pour autant, est-ce que vous trouvez que ça manque d'informations? Au contraire, moi je trouve qu'il y en a une quantité folle. Et ça prouve qu'il y a eu une réelle réflexion sur l'utilisation des échelles de plans. Un peu comme au cinéma, on varie les plans et la variation en elle-même raconte une histoire. Là, on a une sorte de gros plan sur la mouette au-dessus de laquelle s'abat un soleil de plomb. Juste en dessous, plan large vu du dessus sur un radeau de fortune perdu au milieu de la mer, les deux personnages identifiables paraissent ridiculement petits et isolés. Ils sont à la merci de l'océan et des charognards. Cette première planche se conclut par un gros plan sur le visage émacié et rongé de sel du capitaine Flint, le personnage principal. On comprend que son calvaire dure depuis bien trop longtemps. Bam! Et j'ai pas fait de surinterprétation, j'ai juste décrit les 3 vignettes, toutes ces informations en 3 images. Alors certes, on aurait pu le remplacer par une voix off, suivie d'un texte déroulant, ou bien simplement en faire une cinématique, mais la pierre angulaire du jeu, c'est la bande dessinée. Elle est au cœur de l'histoire, elle est au service de la narration et fait impeccablement avancer l'histoire. Vous avez donc compris que le jeu alterne entre les phases de cinématique pure, comme on a vu dans le prologue, mais qui sont relativement peu présentes finalement dans le jeu, et les phases entre les décors en 3D et la bande dessinée. Et le mariage entre les deux derniers est particulièrement réussi, je dois le dire. Flint vient d'être sauvé par un capitaine de la marine française, et tandis que son second, Billy Bones, discutaille avec la piétaille, lui, il se dirige vers la bibliothèque. Rien d'étonnant là-dedans, contrairement à Billy Bones, Flint c'est un homme lettré, et on le comprend à chacune de ses prises de parole, donc c'est normal que dans une situation pareille, même dans une situation pareille, il se jette sur les bouquins à côté de lui, mais à la limite, c'est pas vraiment ça dont je voulais parler. Le truc, c'est qu'il s'est déplacé dans le fond de la pièce, pour aller jeter un œil au livre. Et quand on revient à la narration principale avec la bande dessinée, on observe que dans le plan large, qui montre Billy en train de parler avec les gardes, Flint est bien en train de consulter les ouvrages de la bibliothèque, dans le coin de la pièce, à l'endroit exact où on l'avait laissé. Alors ouais, ok, vous allez me dire, ouais bon, y a rien d'impressionnant, faut pas abuser, c'est normal. Mais je vous assure que non, faut y penser. Ça demande une communication sans faille entre les dessinateurs de la BD et les modeleurs 3D. Les tenues, les couleurs, l'éclairage doivent être strictement identiques, du tonneau planqué au fond de la pièce jusqu'au sabre sur le mur. Et lorsque les protagonistes rentrent dans la cabine du capitaine, observez comme tout est parfaitement reconstitué sur le bureau. Les candélabres, les bouteilles, les cartes et même le pistolet posé négligemment dans un coin. Alors j'en ai pas parlé, mais les graphismes sont très beaux aussi. Alors c'est naturellement du Unreal Engine 5 et je le trouve bien utilisé. Sur le radeau et sur le bateau on s'en rend pas forcément compte, mais à la minute où on se retrouve le nez dehors dans la ville de Saint-Malo, tout paraît étonnamment vivant. Et en même temps l'exploration dans ce jeu, elle est vraiment apaisante. Alors bon, après je dis exploration, c'est un bien grand mot, il n'y a pas des milliers de choses à faire, ni à trouver sur la map, il n'y a pas des parchemins à dénicher pour agrandir le lore, d'ailleurs ça c'est un peu dommage, j'aurais apprécié, surtout que ça coûte rien. Mais bon, tout ça mis à part, écoutez comme c'est relaxant. Je vous mets quelques secondes.
Alors oui, ça c'est clairement pas un jeu qui t'agresse avec des dialogues, hein, ça c'est sûr. Pourtant, en parlant de dialogue, je le trouve assez riche dans la recherche du verbe. Vous savez que j'aime les bons mots, et là on en trouve assez volontiers dans les bulles de dialogue. Par exemple, là il y a Flint qui a besoin de constituer un nouvel équipage, et qui cherche les services d'une certaine Mary Reed. Au passage, souvenez-vous d'elle parce qu'elle est importante dans ma partie. Elle accepte de le suivre seulement s'il la bat en duel. Alors Flint s'exécute et combat. Entre deux passes d'armes, il la frappe derrière le genou et lui demande ce qu'elle pense de ce coup de Jarnac. Et c'est quoi un coup de Jarnac ? Eh ben, c'est un coup qui fut vraiment utilisé par Guy de Jarnac lors d'un duel en 1547. Aujourd'hui, c'est utilisé pour parler d'un coup en traître, quoi, un coup de pute. On sent d'ailleurs qu'il y a un vrai travail de recherche historique. Il y a des décors qui sont réalistes, dans la limite du raisonnable, parce qu'on est quand même dans un jeu vidéo. On est parti de quelque chose qui était très très historique, jusqu'au détail des petits boutons de manchette. Justement, on a travaillé avec des experts du monde de la piraterie, très très pointus et très pointilleux surtout sur cette véracité historique. Et ça nous a permis de nous dire que c'était pas tant le propos de Flint d'aller dans le micro-détail historique. Ce n'est pas une simple aventure de chasse au trésor, et ça va beaucoup plus loin que ça. Les thèmes principaux du jeu, ce sont la liberté, la fraternité, et c'est des thèmes qui sont vraiment très forts par rapport aux pirates. Ah oui ? Ben c'est ce qu'on va voir alors. On comprend que les frères Joss, Aurélien et Maxime, ont une connaissance un peu plus érudite des pirates que l'imaginaire collectif. Vous vous souvenez de ce que je vous ai demandé au début sur les pirates ? Les imaginez-vous avec un perroquet, avec du col sous les yeux ? Et ben c'est justement ça que les deux frères cherchent à déconstruire dans leur jeu. Et on avait également envie d'utiliser notre média de jeux vidéo pour remettre un petit peu la vérité sur les pirates, qui n'a pas forcément été bien dépeint dans le cinéma ou dans la littérature. Mais bon, on a bien vu, s'agissant de jeux vidéo, il y a quand même des concessions à faire au niveau de la véracité historique. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut mettre en accord avec les paroles d'Aurélien qui prétend que le jeu se concentre sur la liberté et la fraternité, et les propos de son frère Maxime. Les pirates, c'est la première sécurité sociale au monde. C'était peut-être des sanguinaires, mais par contre, quand tu étais blessé et que du coup tu pouvais plus servir sur ton bateau, tu avais une part du butin qui te revenait pour prendre ta retraite de pirate. Et ça, c'est très peu connu. Donc là, si je comprends bien, le but c'est pas forcément de savoir s'il y a une bonne ou une mauvaise vision, une 100% historique ou une biaisée. Effectivement, plusieurs experts de la piraterie, des historiens et des archéologues, ont souvent dit de manière ostensiblement anachronique que les pirates avaient sans doute créé la première sécurité sociale au monde. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si c'est vrai, c'est à quel point cette vision de la piraterie chez les deux frères a pu influencer leur propre jeu. Est-ce que l'on ressent ça dans Flint, Treasure of Oblivion ? Eh ben j'ai la réponse, figurez-vous que ça se sent plutôt bien dans l'histoire. Et dans le gameplay, puisqu'après son naufrage et son petit séjour au ballon, Flint se retrouve sans équipage. Il doit alors recommencer au début et en constituer un nouveau. Il arpente alors les rues de Saint-Malo pour trouver quelques pauvres diables envoyés sur son rafio. Alors bon, là on sent qu'il est moralement ambigu, le Flint, parce que c'est quand même sacrément dégueulasse. Autant il y a des fois où il sauve des gens d'un incendie et d'un assassinat, et du coup ils lui sont redevables, logique. Autant il y a cette scène particulièrement immonde où Flint va jusqu'à voler l'épée d'un forgeron pour que celui-ci, criblé de dettes et d'ennemis, soit obligé de quitter la ville et de le suivre dans ses turpitudes. Une fois l'équipage rassemblé, c'est là que les choses sérieuses commencent. Un bon jeu de pirate, c'est un jeu qui met en avant l'équipage, car un bateau n'est rien d'autre qu'un tas de planches sans les hommes qui le manœuvrent. Et un capitaine n'est rien d'autre qu'un homme seul sur une étendue d'eau. Et justement, Flint étant un RPG tactique, la gestion de l'équipage et des capacités de chacun est capitale pour appréhender les phases de combat. Ah, bah tiens, voilà l'occasion de vous en parler. J'ai justement un navire à ma disposition et un équipage tout beau tout neuf pour un abordage. Ce tableau, là, avec toutes les cartes, ses noms, ses rôles, ses symboles, peut paraître un petit peu déroutant la première fois, et moi je vous avoue que ça m'a sacrément dérouté. En plus, le jeu arrête pas de me rabâcher qu'il faut lire les règles avant de commencer à jouer, mais même moi, la première fois, j'en ai fait qu'à ma tête. J'ai foncé Galahad sans savoir comment tout fonctionnait, et résultat, la première fois, je me suis pris une sacrée branlée. Du coup, je comprends un peu ceux qui arrivent à ce stade de la vidéo, encore ceux qui ont joué qu'au début du prologue, et qui se font la réflexion, c'est quoi ce jeu encore, c'est chiant, j'y comprends rien, c'est trop compliqué, on s'emmerde. Mais j'ai compris un peu plus tard dans le jeu que si l'on prend réellement le temps de s'investir, de lire les règles, entre guillemets, de faire ses devoirs, c'est pas quelque chose qu'on demande de faire ses devoirs habituellement dans le jeu vidéo, mais là faut le faire, on prend un plaisir presque inavoué à ces phases de jeu au tour par tour. Et c'est un type qui déteste ça qui vous le dit, rien à voir avec la sponsor. Moi les RPG tactiques, ça m'emmerde vraiment beaucoup. J'ai horreur de ça d'habitude, j'adore le jeu de rôle sur table, et pourtant l'inclusion des dés de jeu de rôle dans les jeux vidéo, uniquement basés sur le hasard, ça m'ennuie énormément. Mais là, y a un truc qui vous retient.
au point que c'en est presque addictif. Une fois que vous avez compris comment le jeu marche, et comment le jeu doit être joué, vous prenez un pied total. Alors, je vais pas vous raconter de conneries, ça arrive pas tout de suite, ça arrive à un certain stade de l'histoire, lorsque vous avez débloqué suffisamment de personnages et de compétences, et d'objets pour pas crever en continu sur le même affrontement, pendant 3h30. En revanche, ça se produit pas tant parce que vous avez compris comment incarner tel ou tel personnage, ni comment utiliser les objets en votre possession, mais parce que vous avez compris comment jouer avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai perdu? Regardez, je prends un exemple là. Je dois constituer une petite équipe pour aller estourbir de l'espagnol quoi. Je vais y apprendre avec moi Long John Silver, qui est mon second, parce que sa présence me débloquera des capacités spéciales. Ouais, vous occupez pas de ça, on en parlera après. Lionel, lui c'est un navigateur. Je le prends uniquement parce qu'il a un pistolet à silex et qui permettra de tenir les ennemis à distance. Puis, je prends 2 autres troufions, que j'avoue avoir sélectionnés pour leur faire jouer les mules et me servir de pharmacie au cas où la situation viendrait à m'échapper. Bon là vous avez remarqué, c'est plutôt simple. Maintenant, observez les phases d'affrontement qui vous demandent de déployer 3 lignes d'attaque, de faire du 15 contre 15, imaginez un peu les trésors d'ingénierie et de tactique que vous devez déployer pour pouvoir multiplier vos chances de victoire. D'autant que ça demande aussi d'analyser le terrain et les forces ennemies. Bon après, tout est relatif, c'est pas un Total War non plus, mais il y a quand même un effort à faire dans la configuration de la bataille. Il y a les gros bidasses, les tireurs d'élite, les réparateurs qui peuvent arranger une épée ou un fusil cassé en plein combat, et bien sûr les médecins qui sont en mesure de remettre sur pied les combattants tombés. Et c'est là que j'ai merdé dans la présente configuration parce que j'ai mis une seule soigneuse pour les 3 groupes. Or, dans le jeu Flint, c'est un peu la politique de t'as perdu, recommence, t'as gagné, tant pis. Parce qu'on te donne, au tout début de chaque affrontement, une liste de personnages à faire survivre, coûte que coûte. Sinon c'est le game over. Mais ce que ça suppose surtout, c'est que les autres peuvent crever. Pour certains, leur mort, vous en aurez un peu rien à péter. Mais pour d'autres, ça sera beaucoup plus dramatique, parce que vous aurez commencé à créer une histoire avec eux, à les identifier, à les séparer du lot. Dans le cas présent, après la bataille sur le pont du bateau, je m'en étais même pas rendu compte, mais un de mes hommes, ou plutôt une de mes femmes, était tombée au combat. C'était Mary Reed, que j'avais moi-même engagée en plus. Alors je l'avais vue tomber, mais comme un con, je pensais qu'elle allait se relever après la bataille, qu'elle était juste inconsciente, qu'elle s'était pris un coup derrière la tête. Mais non, le jeu te dit qu'elle est morte, ou plutôt non, justement, il te dit rien du tout, et c'est toi qui t'en rends compte assez tristement plus tard. Et tu peux même plus revenir en arrière, parce que dans ce jeu, il n'y a pas de système de chargement rapide. T'as plus qu'à finir ta partie sans Mary Reed, ou recommencer une game en tentant de la faire survivre. Et en vrai, sur le moment ça m'a écœuré, parce que je suis un grand habitué des chargements rapides pour effacer toutes les conséquences de mes actes. Alors autant vous dire que lorsque je peux pas, et que le jeu me l'interdit formellement sous peine de recommencer ma partie, ça me frustre totalement. Mais avec du recul, je suis plus obligé de reconnaître que c'est du génie, parce que ça exacerbe au centuple le sentiment d'appréhension, de tension et le besoin de préparation que tu as lorsque tu anticipes un affrontement. Tu as pas envie de mettre tes meilleurs éléments parmi les hommes à déployer, parce que tu redoutes ce qui pourrait se passer, mais en même temps, c'est eux la plupart du temps qui ont les meilleures capacités et qui sont les plus résistants, alors t'es bien obligé de t'y coller. Bien, maintenant que vous avez un peu compris comment ça marche, on va enfin en venir à ce que je babinais au tout début de la vidéo, à savoir le moment où j'ai lancé tout ce beau peuple dans une jolie victoire à la Pyrrhus. Il s'agissait de prendre d'assaut un campement, je savais que la bataille serait rude, alors j'ai voulu à mes côtés Long John Silver, mon plus fidèle lieutenant. J'ai également pris Juan, un espagnol pas mauvais au pistolet, que j'avais bourriné en constitution et en résistance, alors il me ferait un solide éclaireur. Dans l'autre groupe, j'ai voulu quelqu'un d'assez solide. Un autre lieutenant connu des amateurs de la piraterie, Anne Bonny. Quelque temps auparavant, Flint était venu la délivrer de sa prison avec Israel Hands, que l'on retrouve originellement dans L'île au trésor de Stevenson. Je la mets justement avec Hands pour limiter la casse si jamais ça tourne mal. Et en plus cette fois, je n'oublie pas de doter le groupe d'un soigneur, Catherine, la chirurgienne, que Flint avait également sauvé des griffes d'un coupeur de bourse. La partie d'échecs peut commencer. Et au début, ça tourne plutôt en ma faveur. Flint étant mon meilleur tireur, il parvient à envoyer le premier ennemi dire bonjour au diable. J'essaie ensuite de placer les hommes de corps à corps devant Flint et Silver, qui feront de bons soutiens à distance, et comme il est plutôt mobile, je fais une exception pour Juan. Dans l'autre groupe, j'envoie Anne et Hans s'occuper des péons standards. Hans manie bien le pistolet aussi, alors il fait cracher le bag-off et allume ce pauvre sbire là. Dans le troisième groupe, s'occupant des assaillants les plus nombreux, j'envoie Charles, un genre de grand ferré qui fait tourner sa hache et moissonne les âmes comme les blés. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le passage est dégagé, le couloir jonché de corps éviscérés. Sauf que, c'est au tour des ennemis maintenant. Ces derniers font pas dans la demi-mesure et étrillent déjà mon équipage. Et là je commence à paniquer parce que je m'attendais pas à ça dès le premier tour. J'ai déjà pas assez de soigneurs ni de potions à cause des précédentes batailles. Je garde un œil sur Anne et j'essaie de l'éloigner des combats pour pas qu'elle se fasse attriper. Force est de constater malheureusement que c'était une belle connerie de ma part parce que maintenant elle est exposée, loin derrière le groupe d'assaut, et les ennemis commencent à la prendre pour cible. Tout d'un coup, sans que je puisse rien y faire, Lord Duncan, bah tiens ça me rappelle un truc ce nom, qui est également un bon moucheur, fait parler la poudre et la ligne proprement.
Aucun de mes soigneurs ne peut la faire revenir, et c'est la fin. De son côté, Charles brise sa hache dans un mauvais jet de dés et se fait cueillir. Je décide alors que j'ai perdu trop de gars, il faut couper la tête du serpent. Je recharge le fusil de Flint et j'azimute Duncan pour venger mes hommes. Le capitaine s'effondre dans l'asile, j'ai gagné, mais à quel prix ? Ah là là, vous pouvez pas savoir comme j'étais dégoûté, j'ai tout fait pour éviter ça en plus. Alors je suis désolé si le récit était un peu long, mais cette sensation que je voulais vous communiquer, elle est là, cette espèce de tension permanente quand vous démarrez un combat. Il y a forcément de la casse, que vous le vouliez ou non, vous êtes quand même un peu attaché à ces tas de pixels. Surtout que ce sont plus que des compagnons dans l'histoire, ce sont vos hommes, votre équipage, vous en avez la responsabilité. Et là ça a rien à voir, mais j'aurais adoré qu'en passant devant leur corps, Flint ait une réflexion, quelque chose. Tiens, par exemple comme ça là. Vous voyez ? Au moins ça donne une impression de vie et ça coûte pratiquement rien. Petit conseil pour Savage Level, je suis personne pour en donner, on me demande rien du tout, mais enfin bon basta. Après tout c'est Aurélien qui pense que le cœur du jeu est la fraternité et j'ai des choses à dire sur le sujet. Votre jeu, les gars, il est hyper cool. Moi je suis comme vous, j'adore la piraterie. Mais si jamais vous comptez faire la suite ou continuer les RPG tactiques, faut que je vous dise que vous avez un bon système, très efficace, qui gagnerait toutefois à être sublimé par des relations mieux poussées entre les personnages. Là, il y en avait très peu, et pourtant j'ai quand même eu les boules lorsque mon équipe s'est faite dessouder à ce stade du jeu. Imaginez quel aurait été mon émoi si depuis le début de l'aventure vous aviez proposé des interactions plus poussées, une histoire entre chaque perso, des possibilités d'interaction en fonction de qui vient ou non dans l'équipage. Tiens, un exemple au hasard, là j'ai pas pu le vérifier parce que je me la suis fait buter comme un as juste avant, mais ça aurait été dingue que Mary Read et Anne Bonny soient dans le même équipage, et qu'il y ait des interactions à ce propos. C'est pareil pour la fin, je vais pas spoiler, mais j'aurais trouvé ça encore mieux qu'il y ait de véritables conséquences au choix de Flint, à qui il décide d'embrigader et qui il décide de jarter parmi ceux de son équipage, qui il fait survivre et qui il fait mourir. Bon voilà, c'est des exemples à la volée, vous en faites ce que vous voulez, mais vous comprenez un petit peu où je vais en venir. Vous êtes sur la bonne voie en tout cas, merci de m'avoir donné une bonne aventure de pirate cette année, j'ai aimé votre univers, j'ai aimé votre style, j'ai aimé votre jeu. Il y a juste un dernier truc que j'aimerais dire. Ces derniers temps, j'ai testé des jeux français, faits par de petits studios français. Alors oui, je sais, c'est pas pour autant que le chauvinisme doit nous mettre des œillères sur les yeux, mais je trouve qu'en France, on a des viviers de créateurs talentueux, et pourtant quand j'observe le petit monde du jeu vidéo, les critiques acerbes, je les vois fuser. Je trouve les gens de plus en plus durs avec les jeux vidéo, et parfois ça frôle l'injustice. Le monde est de plus en plus cher, c'est sûr, on galère tous à boucler les fins de mois, y a pas de souci, et c'est certain qu'on devient alors de plus en plus exigeant et plus véhément quand on nous prend pour des cons en nous faisant cracher notre harfeuille. Pour rien du tout. Mais des fois je me demande, est-ce que votre colère est bien dirigée ? Flint, Little Big Adventure, c'était des petits jeux sympas, faits par des équipes de passionnés avant tout, pas par des gens en quête de gloire ni de fric, sinon ils auraient fait d'autres jeux. Ils font selon les moyens humains et financiers à leur disposition, ils redoublent de créativité pour pallier au reste, et on devrait les encourager. Enfin moi je pense. J'arrive pas à comprendre ce qui pousse quelqu'un à bâcher des jeux comme Flint tout en acceptant de claquer 1/5 du SMIC pour jouer à des épigones ratés de jeux à succès, ou pire encore à des versions 10.0 du même jeu qu'on voit depuis 15 ans. Putain mais vous avez un grain sérieux. Vous leur reprochez quoi en fait ? Que ça soit pas des AAA ? Que les studios soient pas des Larian Studios en puissance ? Mais c'est normal en fait. Tous les jeux sont pas des The Witcher 3 ou des Skyrim. Tout comme les films qui sont pas tous des Seigneurs des Anneaux et les livres pas tous des Harry Potter. Alors bon, c'est le moment le moins drôle de la vidéo, mais je voulais quand même en parler. Même si ça fait le mec qui défend son bout de beefsteak, ça fait jamais de mal de s'exprimer, et puis je suis sûr que certains comprendront là où je vais en venir. Au bout d'un moment, le jeu vidéo français peut pas évoluer si son propre public lui tire dessus à boulet rouge à chaque fois. Bref, vous en faites ce que vous voulez, ça c'est pareil. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère vous voir revenir la prochaine fois pour écouter ma voix. La prochaine fois, vous voir revenir chez moi. Sous l'ombre des bois résonne un chant, des voix qui appellent au fil du vent. Venez contempler la flamme, quand doucement s'en va.